L'État redistribue l'argent, mais il ne sait pas créer d'argent, l'État. Ce qui crée de l'argent, ce sont les entreprises. Donc, dans un pays lucide, il faut cultiver les entreprises et il faut industrialiser au maximum. Bonjour Renaud Dutreil. Bonjour. Merci d'être ici pour ce nouveau podcast des Forces françaises de l'industrie. Alors, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter votre parcours, ce qui vous a amené à faire tout ce que vous avez fait, et puis après on passera à un certain nombre de questions. Oui, donc une vie qui maintenant est un peu longue. Donc j'ai commencé par des études, Normal Sup, l'ENA, je suis rentré au Conseil d'État. Ouais. Où j'ai été un juriste, comme il sied cette institution. Et puis ensuite, j'ai basculé très vite vers la vie politique. Donc j'ai été élu député et j'ai passé beaucoup de temps dans ma circonscription qui était dans le sud de l'Aisne, à 2 heures de Paris, une circonscription très rurale. Et après quelques années, comme parlementaire, eh bien, je suis rentré au gouvernement. Donc Jacques Chirac était président de la République à cette époque. Et j'ai pu m'occuper des entreprises, des PME, de l'artisanat, du commerce, des professions libérales, de la consommation. Défi passionnant. À l'époque, il y avait, comme aujourd'hui, un sentiment d'abandon dans le monde des TPE, des PME. Et j'ai fait un tour de France pour essayer de comprendre quelles étaient les difficultés et les solutions très pratiques que l'on pourrait mettre en œuvre pour donner déjà un souffle d'air, un sentiment de liberté dans ce monde qui est un monde d'entrepreneurs, et puis aussi des solutions très concrètes à des problèmes comme la création d'entreprises, comme la transmission d'entreprises, le statut du conjoint de l'entrepreneur, un certain nombre de sujets. Et tout ça a été dans un paquet de lois. Il y a eu 2 lois en 2003, en 2005, et elles ont été votées assez rapidement, avec de ma part un engagement qui était de faire le service après vote, donc de suivre ces lois, pour vérifier qu'elles étaient bien appliquées sur le terrain. Et puis ensuite, je suis parti aux États-Unis. J'ai passé 10 ans en Amérique, à New York, où j'ai présidé la filiale nord-américaine de LVMH, le groupe LVMH. Ensuite, je suis devenu entrepreneur, investisseur dans les startups, dans la tech, dans la santé, dans les secteurs traditionnels du patrimoine vivant, parce que c'était vraiment un des sujets qui m'avait passionné quand j'étais ministre. Et j'ai créé un fonds d'investissement, d'ailleurs dédié à ce secteur des entreprises du patrimoine vivant, dans l'équipement de la personne. Je suis toujours actionnaire d'un certain nombre d'entreprises dans ce secteur. Puis, je suis parti dans le monde de la banque d'affaires pour accompagner les entreprises familiales vers des solutions de croissance externe ou de transition vers de nouvelles organisations capitalistiques leur permettant de se développer. Moi, mon dada, c'est le capitalisme familial français que je trouve très cohérent avec l'intérêt du pays. Un pays qui n'a pas de capitalisme familial est exposé au vent, aux turbulences de l'économie, tandis qu'un pays qui a des entreprises familiales enracinées, comme des arbres, constitue une forêt extrêmement rassurante pour l'avenir de ce pays. Alors malheureusement, on est assez mal doté, même si nous avons de très belles entreprises familiales. Et donc, à l'heure actuelle, c'est mon activité, faire des transactions pour assurer la croissance d'entreprises familiales françaises. D'accord. Et alors, vous dites qu'on est assez mal doté. Pourquoi est-ce qu'on est plus mal doté, hein? Vous avez parlé de croissance externe. Alors, je veux dire, une partie de mon rôle dans cette interview, c'est parfois d'expliquer ce que c'est que la croissance externe, ou etc. La croissance externe, c'est pouvoir racheter d'autres entreprises. Pourquoi est-ce que les entreprises françaises, enfin, notamment en matière d'entreprises de taille intermédiaire, les fameuses ETI, pourquoi on est mal doté? Et pourquoi, à la fin, la croissance externe, c'est souvent quand même des entreprises étrangères ou des fonds d'investissement étrangers qui viennent se servir chez nous plutôt que nous ailleurs. Même si, vous avez cité LVMH, on a quand même des belles entreprises qui sont capables de faire l'inverse. Pendant une vingtaine d'années, entre 1981 et 2002, les gouvernements successifs ont bradé l'industrie française avec des grands outils de braderie, et notamment l'impôt, un impôt confiscatoire sur les transmissions qui ont dissuadé de nombreux entrepreneurs à transmettre à leurs enfants. Alors ça, est-ce que vous pouvez expliquer? Alors, c'est assez simple.
À l'époque, l'impôt était supérieur à 40% sur la transmission. Et contrairement à une idée répandue, un chef d'entreprise français qui est à la tête d'une PME ou d'une ETI, il n'a pas l'équivalent à la banque de la valeur de son entreprise. La plupart du temps, tout son patrimoine, il est dans l'entreprise. Donc c'est-à-dire si j'ai une entreprise qui vaut 100 à 100 millions, eh bien, la plupart du temps, le propriétaire, la famille propriétaire de cette entreprise, elle a 100 millions dans son entreprise, mais elle n'a pas 100 millions à côté. Elle a peut-être 2, 3, 4, ce qui ne sont pas de petites sommes, mais rien à voir avec ces 40% de la valeur de l'entreprise qu'il faut s'acquitter, qu'il faut payer lorsque l'impôt sur la transmission vient frapper l'entreprise. Et donc, ce qui se passait, et c'est passé à des dizaines et des dizaines d'exemplaires, eh bien, c'est que les propriétaires de ces familles ont été contraints de vendre pour payer l'impôt. Donc, pour payer mon entreprise vaut 100 millions, je veux la transmettre à ma fille. Faut payer on me demande 40 millions. 40 millions. Et moi, j'ai que 2. Et j'ai pas 40 millions. Alors, qu'est-ce que je fais? Soit je presse le citron le plus possible pour me verser des dividendes qui vont me permettre de payer une partie des impôts. Et puis, je vends une part minoritaire, mais parfois aussi majoritaire de mon entreprise. À qui? Soit à des investisseurs internationaux, soit à des fonds d'investissement. Donc, je déracine une entreprise qui est installée en France en la livrant à des investisseurs, des capitalistes, qui ne sont pas nécessairement français. Parfois, ils le sont, mais parfois, ils ne le sont pas. On se souvient tous, enfin, moi, à l'époque, je m'en souvenais, de ce qui s'était passé avec les laboratoires UPSA. UPSA, c'est un produit qui parle à tout le monde, parce qu'encore aujourd'hui, on a un rhume, on a nécessairement un efferalgan ou un UPSA à portée de main. Et donc, c'était un grand laboratoire français, construit par une famille, la famille Brault, qui était une famille française, une fierté française. Et il s'est passé ce que je venais de vous décrire, c'est-à-dire que Madame Brault, au décès de son mari, a été obligée de s'acquitter d'un montant faramineux d'impôts. Et donc, qu'a-t-elle fait? Elle a consulté différents acquéreurs et il s'est trouvé que le meilleur acquéreur était un acquéreur américain, un laboratoire américain, qui a donc repris cette pépite pharmaceutique française. Et le résultat a été que petit à petit, délocalisation en délocalisation, nous avons perdu à la fois la recherche, l'innovation, les brevets, les emplois, la matière fiscale de cette belle entreprise. Je peux donner un contre-exemple. Ouais. J'ai un jour échangé avec Alexandre Ricard, donc tout le monde connaît ce groupe Pernod Ricard, qui est un des leaders des vins et spiritueux dans le monde, et qui est guetté par 2 de ses concurrents. Et Alexandre Ricard me disait que s'il n'y avait pas eu les pactes Dutreil, il aurait été contraint, pour les raisons que j'expliquais, c'est-à-dire l'absence de liquidité lui permettant de s'acquitter de l'impôt, il aurait été contraint de vendre à l'un des 2 concurrents qu'il a aujourd'hui dans le monde. Et donc on aurait perdu le pastis et puis tant d'autres boissons qui sont très ancrées dans notre territoire. Donc vous voyez à quel point le sujet fiscal a été un des facteurs de destruction de notre industrie. Parce qu'à cette époque, c'est beaucoup d'industriels qui ont été contraints de disparaître. J'ai voyagé un jour dans cette vallée étonnante qui est la vallée de l'Arve, en Haute-Savoie. Vous avez des entreprises qui se suivent à la queue leu-leu, qui sont des entreprises dans le secteur du coltage, un secteur très industriel. Et à l'époque, c'était en 2002-2003, j'essayais de me faire une opinion sur le défi de la transmission. Et je rencontrais des chefs d'entreprise qui me disaient, l'un, je vends à des Canadiens, l'autre, je vends à des Japonais, le troisième, je vends à des Américains. J'avais l'impression que cette belle vallée industrielle allait déménager et s'envoler aux 4 coins du monde par petites bûchettes, comme un arbre qui aurait été découpé pour des raisons uniquement fiscales. Donc, une période tragique pour notre économie. Des milliers de TI qui ont disparu. Et au moment où le Mittelstand allemand franchissait la barre des 10 000 entreprises de taille intermédiaire. Le Mittelstand, Mittelstand, c'est une expression qui décrit les ETI allemandes. Alors c'est une expression qui est très populaire au-delà de l'Allemagne parce que la force de l'économie allemande, ce sont justement ces entreprises familiales. Mais c'est vrai en Italie, il y a beaucoup d'entreprises familiales, c'est vrai en Suisse, c'est vrai en Scandinavie, l'Europe est vraiment caractérisée par ce capitalisme familial. Nous l'avons détruit. Alors, au profit de qui?
eh bien, au profit du capitalisme financier mondialisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui sont les ennemis idéologiques du capitalisme familial français, ce sont les alliés de Wall Street. Ils travaillent en fait pour Wall Street, puisque quand vous obligez une famille à vendre, qui achète la plupart du temps, ce sont des fonds d'investissement. Et aujourd'hui, les fonds d'investissement qui sont nécessaires dans notre écosystème financier, eh bien, sont pour à peu près la moitié abondés par des capitaux internationaux et notamment des capitaux anglo-saxons. Donc, toute la valeur qu'on crée en France dans ces entreprises qui sont rachetées par les fonds, elle, à un moment donné, va retourner en fait son origine financière, c'est-à-dire les pays qui ont investi chez nous. Donc c'est une perte de valeur. Et donc le capitalisme qui coïncide le mieux avec l'intérêt d'un pays, c'est le capitalisme familial. Pourquoi? Parce que comme des arbres, ces entreprises, eh bien, elles tiennent au sol, elles sont enracinées. Elles ont une deuxième particularité qui est très importante, notamment en ce qui concerne la réindustrialisation ou la post-industrialisation, c'est le capitalisme lent. Aujourd'hui, quand vous voulez innover, inventer de nouveaux modèles, conquérir de nouveaux marchés, ça ne se fait pas en 2 temps, 3 mouvements. Il faut du temps, de la patience. Et donc, les familles, elles apportent cette capacité à attendre les fruits du travail. Elles ne sont pas gourmandes au point de vouloir immédiatement presser le citron et en retirer un dividende élevé. En règle générale, un fonds d'investissement a une vision long terme bornée à 10 ans. Il est très rare que des fonds d'investissement bâtissent des stratégies sur plus de 10 ans. Et 10 ans, dans le monde où nous sommes, c'est relativement court. Et donc, il est parfois nécessaire d'avoir des stratégies à 15 ans, à 20 ans, à 25 ans. Et ça, eh bien, les entreprises familiales ont cette capacité. Surtout dans l'industrie, d'ailleurs. Surtout dans l'industrie. Si vous regardez l'industrie de la maroquinerie, eh bien, nous sommes partis de très loin, puisque quand les groupes Hermès, LVMH, Chanel ont commencé à devenir en fait des entreprises imposantes, eh bien, elles ont bâti un outil industriel. Ça a mis énormément de temps. Aujourd'hui, on a créé des milliers d'emplois dans le secteur de la maroquinerie. Mais ça a pris beaucoup plus que le temps nécessaire à un fonds d'investissement pour obtenir son retour sur investissement. Donc on voit bien que la capacité à être patient, la capacité à s'enraciner dans un territoire, ce sont les 2 caractéristiques inestimables du capitalisme familial français. La famille, en fait, c'est la clé de compréhension d'une entreprise et c'est aussi le gage qu'elle va rester en France. Si on décapite les familles, ce qui est la volonté d'une partie de la classe politique aujourd'hui, notamment la gauche française, par esprit d'égalité, pour essayer d'égaliser l'ensemble des patrimoines, eh bien, au nom de l'égalité, la gauche aujourd'hui veut faire disparaître le capitalisme familial. La gauche, en faisant ça, fait le bonheur des investisseurs américains qui viennent, eux, comme dans une grande braderie, acheter toutes ces entreprises françaises qui se mettent en vente par la force des choses et non pas parce qu'elles ont envie de se vendre. Donc, il faut faire extrêmement attention en politique économique aux conséquences des actes que l'on prend. S'attaquer, comme on le fait aujourd'hui, au patrimoine productif, par une fiscalité qui est de plus en plus lourde, est destructeur de valeur. Et donc, toute cette valeur qui est détruite, c'est autant de valeur que les Français ne pourront jamais obtenir. Et si aujourd'hui, nous constatons avec beaucoup de dépit que la France, en termes de PIB par habitant, est passée sous la moyenne européenne, c'est-à-dire que nous sommes maintenant dans la partie des pays pauvres de l'Europe, ce qui est quand même extrêmement vexant, humiliant, étonnant pour les Français. Quand ils entendent ça, ils n'en croient pas leurs oreilles. Eh bien, c'est une réalité. Et cette réalité, c'est le fruit d'une politique de gauche qui a voulu détruire le capitalisme familial français en grande partie. Donc là, ce que vous dites, c'est que pour des raisons, on va dire, de justice fiscale, puisque ça s'appelle comme ça, quand on écoute les promoteurs de cette idée, eh ben on a réussi à financiariser l'économie. Exactement. C'est un peu Bossuet, quoi. C'est pour ça que je dis que ceux qui, au nom de l'égalité, veulent accabler d'impôts les entreprises, notamment les entreprises familiales, eh bien, sont les idiots utiles de Wall Street. C'est-à-dire qu'en fait, ils travaillent, malgré eux, ils ne le savent pas, ils travaillent pour
les financiers, alors je dis de Wall Street pour caricaturer, mais ça peut être de Hong Kong, ou ça peut être de Berlin, ou ça peut être de Londres, ou de toute autre partie du monde où il y a des investisseurs qui sont prêts à acheter des boîtes qui font 15% d'EBITDA, hein, c'est-à-dire qui sont rentables. Bon. Les entreprises rentables, il y a toujours des investisseurs pour les racheter. Les entreprises qui perdent de l'argent, il n'y a personne. Bon. Alors, en France, toutes nos belles entreprises, celles qui sont profitables, eh bien, elles sont aujourd'hui très vulnérables parce que l'État et ceux qui dirigent l'État ne comprennent pas qu'au nom de l'égalité, on ne peut pas détruire notre économie, que c'est suicidaire. Oui, parce que là, ce que vous dites, c'est au nom de l'égalité, on va dire, vous transmettez à vos enfants, c'est pas juste que vos enfants aient tout cuit un capital productif qui est une entreprise, donc on va vous taxer à 40%, donc on revient sur ce que vous disiez tout à l'heure, ça vaut 100 millions, il faut payer 40 millions, les enfants n'ont pas ça, donc ils vont dire on doit vendre vite, en plus vite, parce qu'il faut payer vite les 40 millions, et les gens qui rachètent, c'est les investisseurs dont vous avez parlé. Vous avez tout compris. Voilà. Et donc, ce que vous avez compris, que vous venez de résumer très bien, malheureusement, il y a peut-être 90% des députés qui ne l'ont pas compris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes représentés par une classe politique qui n'a pas compris ça. Et donc qui continue à dire « ces gens-là sont riches, taxons-les pour redistribuer leur argent à tout le monde et ça fera le bonheur général ». Non, ça ne fait pas le bonheur général, ça fait l'appauvrissement général. Donc on a vécu ça pendant la période 80-2002. On avait enrayé ce phénomène à partir des lois que j'ai fait voter dans les années 2000, puisqu'on a vu le nombre d'ETI à nouveau augmenter. On a créé à peu près 1500. On est aujourd'hui à 6500 environ ETI. Et on était quasiment à 2000. On était tombé à 4000 quand j'ai commencé 4000. à m'intéresser au sujet dans les années 2000. Et Mais avant, on en avait détruit 2 à 3000. Donc on était... Si je reprends votre sujet, on était à peu près comme les Allemands, autour de 8000. Qui étaient les Allemands de l'Ouest à l'époque, parce qu'il y les avait Allemands de l'Ouest. On avait, mettons, entre 7 et 9000 ETI en France, en Allemagne, en Angleterre. Ouais, c'était des pays qui étaient assez comparables en matière d'ETI. Pourquoi ? Parce que ces économies ont connu à peu près le même destin. C'est-à-dire, l'ETI, c'est entreprise de taille intermédiaire. Voilà. C'est-à-dire la révolution industrielle, puis la révolution de la consommation de masse. Enfin, ces économies sont passées par des cycles assez voisins. Et donc, elles avaient des structures d'entreprises assez comparables. Et puis, à partir du moment où la France a décidé de massacrer son patrimoine économique familial, eh bien, il y a eu un décrochage. Les Allemands, ils ont continué à créer des ETI. Aujourd'hui, ils en ont à peu près 12 000. Les Anglais, ils ont continué à créer des ETI. Aujourd'hui, ils sont à plus de 9 000. Et nous, eh bien, on est tombé à 4 000. Et puis, grâce au talent français aussi, on en a recréé 2000, 2500. Donc aujourd'hui, on est à 6500. Mais c'est la moitié moins que les Allemands, alors qu'on pourrait être tout à fait au même niveau que l'Allemagne. Et si nous avions autant de TI qu'en Allemagne, tous nos problèmes d'endettement et de financement de la sécurité sociale et des retraites seraient en grande partie réglés. Donc, c'est bien une démarche suicidaire qui a été entreprise, soit par ignorance, soit par cynisme, pour offrir en pâture à l'opinion publique la tête de gens qui étaient dénoncés comme riches. Oui, c'était les fameux 200 familles. Voilà. Et donc, en voulant, par démagogie pure, plaire à l'opinion publique, eh bien, on a sacrifié malheureusement une grande partie de notre économie. Alors, moi, j'ai jamais voulu être le bienfaiteur des riches. C'est pas ça qui m'intéressait. Ce qui m'a intéressé, c'est recréer un moteur économique puissant pour qu'on puisse assumer nos services publics, nos besoins en matière de santé, le grand défi démographique qui nous attend, c'est-à-dire comment on va s'occuper correctement de nos aînés qui vieillissent et qui vont vivre peut-être jusqu'à 100 ans. Et donc, on a besoin de beaucoup d'argent. Mais qui crée cet argent ? Ce n'est pas l'État. L'État redistribue l'argent, mais il ne sait pas créer d'argent, l'État. Ce qui crée l'argent, ce sont les entreprises. Donc, dans un pays lucide, il faut cultiver les entreprises et il faut industrialiser au maximum. Alors, nous sommes maintenant au fond du trou.
puisqu'on a énormément désindustrialisé, on a perdu beaucoup d'entreprises, et il faut rebondir. Et donc toute la question, et elle sera probablement dénouée en 2027 au moment des élections présidentielles, eh bien la question sera, est-ce qu'il y a un gouvernement responsable, capable, même si ça ne fait pas plaisir à tout le monde, eh bien, de favoriser l'émergence à nouveau d'une population nombreuse d'entreprises de taille intermédiaire qui doivent devenir d'ailleurs des très grandes entreprises. Parce que il ne faut pas dire les ETI c'est bien et puis les très grands groupes mondiaux c'est pas bien. Non, on a besoin d'avoir des souris, des gazelles, des éléphants. Toutes les tailles d'entreprises. D'autant qu'il y a quand même un certain nombre de groupes mondiaux, même CAC 40, qui sont encore des entreprises familiales. À peu près 45% des entreprises du CAC 40 sont des entreprises familiales. Et si elles ne l'étaient pas, eh bien, ce sont des milliers d'emplois industriels qui partiraient de France. Si on demande à ces gens-là de quitter la France, soit en les effrayant, en leur donnant le sentiment qu'ils sont mal vus, mal aimés dans leur pays natal, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont partir. Ils vont partir et ils vont aller pas très loin, dans des pays voisins. Ils vont s'installer en Italie, ils vont s'installer en Belgique, ils vont s'installer au Portugal. Et c'est là-bas qu'ils vont créer la richesse. Alors, oui, alors parce que ça, il faut expliquer effectivement à nos auditeurs. Une personne aisée, voire même riche, qui est sur un territoire, oui, on a parlé, il y a son entreprise. Son entreprise, c'est des salaires, mais c'est pas que ça. C'est aussi une entreprise qui consomme, qui fait travailler les gens autour. C'est des salaires qui permettent aussi de faire travailler les artisans, les commerçants, mais c'est aussi souvent des familles qui ont créé des véhicules d'investissement pour prendre des participations à côté. Moi, je décris souvent les choses avec les 3 cercles. Vous avez le cercle de la proximité territoriale. L'entreprise, elle est à Romans en Isère, ou elle est à Charleville-Mézières dans les Ardennes. Eh bien, le fait qu'elle soit là, ça va engendrer de l'activité autour. Des sous-traitants, du service, l'alimentation pour les salariés, etc. Donc ça, c'est le cercle de la proximité. Après, vous avez le cercle de l'écosystème industriel. Et donc, cette entreprise va travailler avec une entreprise qui est à l'autre bout de la France, à Toulouse, ou alors son expert comptable, il va être en région lilloise. Et donc, cet écosystème, il bénéficie de cette entreprise. Vous enlevez l'entreprise, c'est comme une ruche. Vous détruisez la ruche, les abeilles sont perdues. Elles ne retrouvent plus leur chemin et donc elles finissent par mourir. Donc, cet écosystème, qui est très souvent national, qui pourrait l'être plus encore, il est très précieux pour notre pays. Puis vous avez le 3e cercle, c'est la matière fiscale qui est générée par toutes ces activités. Comme ces activités sont en France, la matière fiscale, elle revient aux Français. Si demain, l'entreprise se délocalise dans un autre pays, eh bien, elle va reconstituer son cercle de proximité dans un autre pays, elle va reconstituer probablement son écosystème dans un autre pays, et elle va payer de l'impôt dans cet autre pays. Donc on aura perdu sur de nombreux terrains. Et ça, c'est évidemment très destructeur, et ce qu'on a vécu d'ailleurs en France pendant de nombreuses décennies. Et on a inversé ça. On a toujours du déni. On a eu récemment un débat autour des ultra-riches, récemment, où il y a encore un certain nombre de leaders, même de partis, qui se sont exprimés en disant de toute façon, ils ne partiront pas. C'est-à-dire, si on monte l'impôt, vous inquiétez pas, tout le monde va rester. C'est un mythe que l'exil fiscal, ça n'existe pas. Pourtant, on a constaté, vous venez de le dire, il y a eu quand même un certain nombre d'entreprises qui se sont vendues et qui sont parties, et on a perdu de la matière, j'allais dire entrepreneuriale et de la matière industrielle. On a pu le constater, mais on a quand même un PNB industriel qui est passé de 25% à 9%. C'est pas simplement parce que le reste de l'économie a cru, c'est aussi parce qu'il y a eu une destruction d'à peu près 2 millions d'emplois industriels. Donc, ils ne sont pas détruits pour tout le monde, ils sont partis ailleurs dans la plupart des cas. Et malgré cet exil-là, on continue à avoir des gens qui disent « ça n'a rien à voir avec la fiscalité ». Ouais. Vous savez, la France a déjà commis ce type d'erreur stratégique sous Louis XIV, quand Louis XIV a révoqué l'édit de Nantes. Eh oui, les Huguenots. Une grande partie, en fait, des entrepreneurs de l'époque étaient protestants. Pourquoi ? Parce que les valeurs du protestantisme correspondaient assez bien aux valeurs de l'entrepreneur. Et donc, ils avaient épousé cette religion
parce qu'ils se reconnaissaient en elles mieux que dans le catholicisme de l'époque. Le résultat a été épouvantable. On a perdu une substance économique qui a enrichi les Pays-Bas, la Hollande, l'Angleterre, les États-Unis. L'Allemagne aussi. L'Allemagne. Vous avez à New York une légende autour de la vente de Manhattan. Manhattan a été acheté à des Indiens pour $24. La personne qui a acheté Manhattan, c'était un ancien huguenot. Il s'appelait Peter Minuit, Pierre Minuit. Eh bien, il aurait été en France, peut-être qu'il aurait créé une formidable entreprise qui aurait créé beaucoup de richesses dans notre pays. Non, il est parti parce qu'il a été exilé. Alors, on veut refaire la même chose aujourd'hui, oublieux que nous sommes du passé, et on va avoir les mêmes résultats, c'est-à-dire une perte de richesse qui va être très dommageable. Alors, aujourd'hui, on a des études. On n'avait pas à l'époque les études qu'on a aujourd'hui. Rexecode, think tank Rexecode vient de sortir une étude sur les méfaits justement de cette fiscalité sur le patrimoine en termes d'exil fiscal. Bon, le résultat, il est qu'on a beaucoup plus perdu que gagné en termes de matière fiscale uniquement. C'est-à-dire tous les gens qui sont partis, ils ont créé de l'impôt ailleurs, mais pas chez nous. Donc c'était assez stupide et cette étude vient de le démontrer. Vous savez, les humains, ils sont normaux. S'ils sont persécutés dans un pays, même s'ils adorent leur pays, leur réaction naturelle, pour protéger leur famille, pour protéger leurs biens, c'est de partir. Alors, il ne faut pas penser que les entrepreneurs français sont des sortes de saints laïcs qui vont être cloués au pilori sur la place publique, fléchés par tous les bons esprits de la gauche bien pensante, et sans réagir. Non, ils vont réagir, ils vont tout simplement partir. Ou alors ils vont cesser de produire, c'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans leur coquille, réduire la voilure et arrêter de travailler. Vous avez aujourd'hui un certain nombre de médecins qui considèrent qu'à partir d'un certain niveau de revenus, ils travaillent pour l'État, c'est-à-dire que 100% de leur travail va dans les poches de l'État. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils réduisent leur temps de travail. Ils se créent le jeudi, le fameux jeudi des médecins, où ils vont jouer au golf, ils vont jouer au tennis, parce que ce jeudi, il ne leur apporte plus rien. Alors qu'on a besoin de médecins, on fait tout pour que les médecins n'aient plus envie de travailler comme leurs aînés 6 jours par semaine. Alors évidemment, il y a aussi les habitudes de vie qui ont changé, mais on voit bien qu'en France, tout est fait pour dissuader ceux qui ont envie de créer, d'entreprendre, de travailler. Et le résultat, c'est qu'on s'appauvrit tous. Alors, je crois qu'aujourd'hui, les Français comprennent qu'on est au bout de cette logique d'autodestruction. Et ils sentent bien que les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, mais aussi les salariés engagés, ce que j'appelle les salariés engagés, qui forment pour moi le monde des abeilles, j'appelle ça les abeilles, en souvenir d'une fable qui avait été écrite dans les années 1830, il y a bien longtemps, par un polytechnicien philosophe qui s'appelait Saint-Simon et qui avait écrit la fable des abeilles industrieuses et des frelons politiques, où il expliquait que déjà à l'époque, au moment de la révolution industrielle, eh bien, les frelons politiques, ceux qui dirigeaient le pays, eh bien, détruisaient les abeilles industrieuses qui, elles, créaient de la richesse, des emplois, de l'innovation, du progrès scientifique, de la technologie, et que c'était suicidaire. Bon, vous voyez, ça n'a pas beaucoup changé. Aujourd'hui, on a un palais Bourbon qui est comme un nid de frelons politiques, qui est devenu totalement fou et qui n'a qu'une envie, c'est de dévorer les ruches des abeilles. Donc c'est un combat, c'est un véritable combat. Et il est très important, et on voit aujourd'hui que ça commence à prendre corps, que le monde des abeilles, et ce n'est pas uniquement les chefs d'entreprise, c'est aussi énormément de salariés qui aiment leur boîte, qui aiment leur boulot, et qui considèrent que dans la vie, plutôt que rester allongé sur un sofa à regarder des émissions stupides, il vaut mieux avoir un travail passionnant. Eh bien, ces abeilles, elles s'organisent, elles commencent à prendre des initiatives, elles vont peut-être demain avoir un programme politique de réforme, et peut-être qu'elles auront un candidat à l'élection présidentielle. Donc là, le parti des entrepreneurs et des employés engagés, comme vous dites, est en train de se structurer.
Vous le sentez, ça? Je pense que ce mouvement existe, le mouvement des abeilles. Si on veut en mesurer la force, l'ampleur, c'est très simple. Vous avez en France un système économique et social dans lequel à peu près 60% des électeurs sont des bénéficiaires nets du système de redistribution et des prestations sociales. Et vous avez 40% des Français qui sont des contributeurs nets, c'est-à-dire qu'ils apportent plus d'argent à l'État qu'ils n'en retirent de l'État. Donc c'est très déséquilibré. Vous avez 40% d'un côté, 60% de l'autre. Le résultat de ce déséquilibre, qui est unique en Europe, parce qu'en Europe, la moyenne, c'est 49% de dépenses publiques dans le PIB. Nous, on est à 57%. Donc on est passé au-delà de cette rivière de l'équilibre qui définit la séparation entre les marchés, l'activité privée, et puis la dépense publique et la dépense sociale. Donc on est passé en terre socialiste. Nous sommes un pays socialiste aujourd'hui. Et donc ce pays socialiste, il pousse tous les élus, quelles que soient leurs obédiences politiques, à privilégier le gros groupe des bénéficiaires nets par rapport au petit groupe des abeilles. Donc ça, c'est du clientélisme. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de parti politique pour soutenir les abeilles. Pourquoi? Parce que les abeilles sont minoritaires. Or, les partis politiques veulent conquérir le pouvoir, c'est dans leur ADN, et il leur faut atteindre 51% des voix. Alors, mettez-vous à la place de quelqu'un qui est candidat à l'élection présidentielle. Est-ce qu'il va développer un programme pour les abeilles ou est-ce qu'il va essayer de séduire les 60% d'électeurs qui, eux, vivent de la dépense publique? Oui, enfin, là, vous partez aussi d'un présupposé qui est que les bénéficiaires nets vont jouer uniquement leur intérêt. Moi, je rencontre un certain nombre, par exemple, vous prenez des retraités, vous avez beaucoup de retraités qui, tout en étant bénéficiaires nets, parce qu'ils touchent une retraite et ils ne contribuent plus, ils ne travaillent plus, ont quand même un sens, je veux dire, de l'intérêt général, c'est vrai, etc. Enfin, vous voyez, ils sont pas tous, on n'a pas 60%. Pareil chez les jeunes, les jeunes qui sont étudiants de plus en plus tard. Vous avez quand même beaucoup de jeunes qui veulent s'engager pour leur pays, qui font ce genre de choses. De façon insidieuse, petit à petit, on habitue aussi les gens à penser en termes de dépenses publiques. Quelle est la dépense publique que je peux soutirer, moi, dans ma petite chapelle? Et ça, vous trouvez que c'est en progression? Parce que moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a une prise de conscience. C'est en forte progression. Vous avez, par exemple, chez les retraités, d'anciennes abeilles. Bon, elles se souviennent qu'elles ont été des producteurs. Mais aujourd'hui, quand on leur dit « Vous êtes d'accord pour qu'on gèle vos pensions l'année prochaine ?» On gèle les pensions, on ne diminue pas vos pensions. On les gèle, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas réajustées en fonction de l'inflation. Vous avez 100% des retraités qui disent « Non, c'est injuste ». Ils trouvent ça légitimement injuste. Ils disent « Mais nous, on a travaillé toute notre vie, et là maintenant, on vient nous prendre notre retraite qui est le fruit de notre labeur pendant 40, 50 ans. » Bon, alors... Ce qui n'est pas complètement le cas, puisqu'ils n'ont pas cotisé pour eux, ils ont payé celle des autres. Mais ça, les gens ne voient pas les choses comme ça. Ça, vous pouvez peut-être nous expliquer ça. Je pense que dans le système de retraite par répartition, on ne se crée pas de droits. Dans le système de retraite par capitalisation, on se crée des droits. C'est quoi les droits? Les droits, c'est des droits à avoir de l'argent quand on ne pourra plus travailler. Donc on cotise pour ensuite nous-mêmes... Dans le système de répartition, vous cotisez pour les autres. Pour ceux qui sont en retraite. Voilà. Tandis que dans le système de retraite par capitalisation, vous cotisez pour vous. C'est très différent. Dans le système de retraite par capitalisation, vous vous faites avoir si l'équilibre démographique bascule en faveur des inactifs. C'est-à-dire s'il y a beaucoup d'inactifs, des retraités, et moins d'actifs, à ce moment-là, les actifs, en particulier les jeunes, eux, ils cotisent non pas pour se créer des droits à retraite, mais pour servir la retraite de ceux qui ne travaillent plus. Donc ils se font complètement avoir. C'est ce qu'on appelle un schéma de Ponzi organisé à l'échelle d'une nation. Et un très grand nombre de jeunes aujourd'hui, ils ont compris en fait qu'ils cotisaient pour la retraite des autres, pas pour la leur. Si on avait un système de retraite par capitalisation, là, chacun se créerait des droits pour lui-même. Et donc pourrait protéger sa vieillesse. Donc ça veut dire, je cotise dans un fonds de pension. Le fonds de pension ce que font place
l'argent que je lui donne sur différents placements pour que ça rapporte, ce que font d'ailleurs les Américains, ce qui fait qu'ils ont un capitalisme très financiarisé, parce que ça donne des montagnes d'argent qu'il faut bien investir, voilà. Donc ils vont les placer partout, et donc ça ensuite ils attendent des retours sur un investissement, et comme ça ils servent les pensions de retraite après des années, parce que ça aussi ça donne un capitalisme long, parce que on cotise toute sa vie et on voilà. Peut avoir des retours sur investissement, et donc et là ce que vous dites c'est que nous on le fait pas, et donc les gens... On le fait pas parce qu'on n'investit pas, voilà. Donc l'argent de nos retraites ne crée pas de richesse. L'argent de la retraite des Américains crée de la richesse. Quand j'étais ministre de la fonction publique, j'ai signé tous les décrets pour créer le fonds de pension par capitalisation des fonctionnaires. Ça s'appelle l'ERAFP. Eh bien, aujourd'hui, ce fonds de l'ERAFP, il est arrivé à maturité, c'est-à-dire qu'il a investi et donc il recueille les fruits de ses investissements. Eh bien, les fruits de ces investissements, ils constituent une part appréciable de la retraite des fonctionnaires. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la retraite de l'intégralité des fonctionnaires qui a été constituée par... En fait, on a pris une partie... Pas par des cotisations, ouais. Mais par les bénéfices engendrés par des activités économiques. Voilà. Donc eux, ils cotisent au début, ça fait un fonds, ce fonds investit, voilà. Ça rapporte de l'argent, et donc ça leur fait leur retraite. Et si vous comparez la Norvège et la France, par exemple, ce sont deux pays qui, à la même époque, ont créé des fonds de capitalisation pour l'ensemble de leurs citoyens. Le fonds de retraite français s'appelle le FRR, le fonds de réserve des retraites. Il a aujourd'hui à peu près 20 milliards. Le fonds de retraite norvégien qui a été créé à la même époque, il a 1 trillion. En plus, 1000 milliards. En plus, ils ont du pétrole. Donc Alors, évidemment, ce fonds il a été abondé par les ressources du pétrole. Mais nous, on a des idées, on n'a pas de pétrole, mais on aurait pu tout très bien aussi développer ce fonds de réserve des retraites. Et aujourd'hui, on aurait beaucoup moins de difficultés à financer les retraites de nos concitoyens. Donc la retraite par capitalisation ne peut pas être la solution immédiate, parce qu'il faut du temps, il faut de la maturité pour que ça génère des revenus. Oui, et puis surtout, si vous demandez aux actifs actuels de capitaliser, ils doivent déjà ils doivent payer cotiser la pour les gens qui sont là. Donc ce que je préconise, moi, c'est de transférer, premièrement, toutes les propriétés de l'État qui sont détenues par l'APE, l'Agence des participations de l'État, à un fonds de retraite le meilleur actionnaire, si j'ai bien compris. Voilà. Et faire gérer ces participations par des professionnels de l'investissement et pas par des fonctionnaires. Déjà. Et là, on aurait déjà, en fait, une capitalisation qui augmenterait fortement en volume. Et puis, je propose également que l'assurance vie puisse être réformée de façon à ce que l'assurance vie se transforme non pas en un système systématiquement liquide, mais dans des fonds bloqués pendant 7 ans, ce qui n'est pas d'ailleurs un grand changement par rapport à aujourd'hui, puisqu'en moyenne, l'argent qui est dans les contrats d'assurance vie reste sur ces contrats environ 7 ans. Donc ça ne changerait pas grand-chose dans les faits, ça changerait quelque chose dans la contrainte. Et à ce moment-là, on pourrait flécher une grande partie de l'assurance vie française vers les entreprises. Et ça compenserait notre absence de fonds de capitalisation. Parce qu'on aurait une ressource qui pourrait être investie dans les entreprises, dans l'innovation, dans la science, dans le progrès technique, dans les grandes mutations que sont la mutation démographique, la mutation énergétique, la mutation cognitive, la mutation alimentaire. Toutes ces mutations, il faut les financer. Et l'épargne des Français, qui est considérable, 6 000 milliards d'épargne financière, elle ne finance pas ces transitions. Cherchez l'erreur. Alors, évidemment, parce qu'on n'a pas ces fonds de capitalisation et qu'on n'a pas cette habitude aussi, en France, d'investir dans les entreprises. On investit dans quoi? Dans la dette de l'État. Et dans l'immobilier. Et aussi dans l'immobilier. Mais là, les 6 000 milliards dont je parle, c'est hors immobilier. C'est uniquement de l'argent qui pourrait être investi dans les entreprises. L'immobilier, c'est en plus. Bon, alors, si on remettait tous les tuyaux dans le bon sens, eh bien, on aurait une grande partie de cette épargne qui serait canalisée vers le financement des grandes mutations auxquelles nous sommes confrontés, passerait par des entreprises, parce que les vrais acteurs du changement, ce sont les entreprises. Qui inventent l'IA aujourd'hui? Ce ne sont pas les États,
ce sont les entreprises. Qui inventent la nouvelle alimentation de demain, ce sont des entreprises, ce n'est pas l'État. Donc il faut que l'argent il aille vers ces entreprises. Ces entreprises, elles vont créer du rendement. Ce rendement, il remontera vers la collectivité nationale. Et c'est ce cycle-là qu'il faut remettre en place, parce qu'aujourd'hui, on a un système absurde dans lequel l'argent est investi dans le financement de la dette publique avec des taux très faibles. Tandis que dans les entreprises, on arrive à avoir des taux élevés. C'est pour ça que quand on compare les épargnants américains, les épargnants allemands et les épargnants français, la conclusion de cette comparaison, c'est que vous avez deux idiots et un malin. Le malin, c'est l'américain, parce qu'il arrive à dégager un rendement qui est assez élevé. Les deux idiots, c'est le français et l'allemand, parce qu'ils ont un rendement qui est très très faible. Donc en gros, on épargne beaucoup plus que les Américains, mais on a un retour de cette épargne qui est beaucoup plus faible, parce que eux l'investissent. En fait, ils ont une épargne qui est toute petite, mais ils font de l'investissement, mais surtout, ils cotisent avec leur retraite dans des fonds qui, eux-mêmes, placent de l'argent dans les entreprises. Parce que ça, j'aimerais que vous en disiez un mot. Ce que vous dites, c'est quelque chose qu'on explique beaucoup à notre communauté, notamment via des interviews comme la vôtre ou d'autres, comme Arnaud Montebourg, qui est un homme de gauche, mais qui, quelque part, a des... Qui était ? Ouais, il continue à dire qu'il l'est, mais enfin, en tout cas, qui, même quand il était au gouvernement, était assez intéressé par le capitalisme, enfin l'investissement dans les entreprises, et qui aujourd'hui dit exactement la même chose que vous, c'est-à-dire... Donc ça n'est plus un homme de gauche. Ça, je vous laisserai en parler entre vous. Mais en tout cas, enfin, on voit qu'avec des trajectoires un petit peu, enfin en tout cas des positions de départ différentes, il y a une convergence là-dessus vers des solutions qui s'imposent. Mais quand nous, on relaie cette parole-là, on a systématiquement un certain nombre de personnes sur les réseaux sociaux. C'est très intéressant, les réseaux sociaux, parce que c'est un peu comme les maires, hein. On est à portée d'engueulade. Donc c'est-à-dire qu'immédiatement, vous avez des gens qui, vous avez posté le truc, tout de suite, ils vous disent « ouais, je suis pas d'accord » et tout. Alors dedans, il y a les rageux, idéologisés classiques, mais il y a quand même des gens qui vous mettent en face de vos contradictions, ou en tout cas qui vous apportent une vision qui n'est pas la vôtre. Donc ça, c'est intéressant. Et un certain nombre de ces commentateurs, finalement, anonymes, disent très bien, mais touchez pas à mon épargne, parce que si c'est pour investir dans l'économie française qui est super fiscalisée, etc., moi je veux pas, parce que la rentabilité, elle va pas être bonne, moi j'attends que cet argent finance ma retraite. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans le paradoxe total, où, on a des gens qui critiquent les dividendes, le machin, en disant c'est scandaleux, ça va aux riches. D'un autre côté, on leur dit si c'est si facile, pourquoi est-ce que vous ne mettez pas votre épargne dessus? Ils disent à moi jamais. Mais je comprends pas. Vous dites que c'est facile et qu'il n'y a pas de risque, donc faites-le. Donc ils n'ont pas mis en alignement leur truc. Et ensuite, d'autres qui disent pourquoi pas, sauf que moi je préfère placer mon argent français sur les actions américaines ou dans des fonds d'investissement qui vont investir à l'étranger. Alors, en réalité, on a eu en France des relations avec le monde anglo-saxon qui ont été souvent des relations de vassalisation. Aujourd'hui, nous sommes entrés à nouveau dans une période de colonisation de la France par les intérêts américains sous deux formes, la colonisation financière et la colonisation digitale. Mais c'était un petit peu comme ça, par exemple, dans les années 1920. La France avait perdu 3 millions de nationaux. Elle était exsangue sur le plan démographique et super endettée parce qu'elle avait dû emprunter pour fabriquer des chars, des fusils, etc. Et donc, c'était les Américains qui détenaient en fait la dette de la France. Et les Américains ont forcé la France à faire des choses qu'elle ne voulait pas faire. Ils ont mis le couteau sous la gorge parce qu'ils avaient cet outil de la finance. On est revenu dans la même situation. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Monsieur Trump a compris que les Américains n'étaient pas de bons épargnants. Ils dépensent tout ce qu'ils ont et ils s'endettent. Et il a besoin d'argent pour réindustrialiser les États-Unis d'Amérique. Où est-ce qu'il va chercher cet argent? Il a dit, ça a été dit dans une réunion avec le ministre en charge du commerce et le ministre en charge du Trésor, il a dit on va aller chercher l'argent, l'épargne des pays vieux et riches.
Et il a dit, la Corée, le Japon, les pays européens d'Europe continentale sont nos cibles privilégiées. Allez siphonner l'épargne de ces peuples-là. C'est exactement ce que vous venez de décrire, ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que parce qu'on a une fiscalité très lourde en France, parce que nos entreprises dégagent moins de rendement que les entreprises américaines, l'épargnant, il a effectivement un peu intérêt à aller mettre son argent dans une entreprise américaine par rapport à une entreprise française. Et donc, ça bénéficie à qui, tout ça? Aux États-Unis, qui augmentent encore leur capacité à nous vassaliser, à nous coloniser. Parce qu'ils utilisent notre argent pour forger les chaînes dont ils vont nous accabler. Oui, parce que le paradoxe absolu, c'est quand même que j'ai lu ça il y a quelques jours, je ne sais pas si c'est 63 ou 67%, mais enfin c'était 63 ou 67% du monde du private equity, c'est-à-dire de l'investissement dans les entreprises non cotées, est américain, alors qu'ils n'ont pas d'épargne. Alors, ça veut bien dire que en fait, ils siphonnent cette épargne, ça va dans des fonds américains, et avec ça, ils font ce qu'ils veulent. Si vous prenez uniquement les fonds d'investissement qui opèrent en France, donc qui achètent des entreprises françaises, l'argent qu'ils utilisent vient à hauteur de 55% des Français, ce qui est bien, mais quand même de 45% d'investisseurs internationaux. Ouais. Et donc, quand il y a des résultats, une entreprise est vendue avec un beau multiple, eh bien, cet argent, il repart pour à peu près la moitié vers l'étranger. Donc la richesse du CAC 40, quand on dit extraordinaire, plein de C'est à dividendes... peu près le même rapport, c'est à peu près 45% du CAC 40 qui est détenu par des investisseurs internationaux. Donc, quand Total ou LVMH ou Essilor font des très bons résultats, vous avez à peu près la moitié qui s'en va, qui quitte la France. Alors peut-être LVMH un peu moins parce que c'est encore majorité d'une entreprise familiale. Mais... Oui, mais sur la part qui est flottante, qui est détenue par les marchés, vous avez à peu près la moitié qui s'en va. Et c'est des dividendes quand même qui sont plutôt importants. Et donc, le capitalisme familial, lui, à cet égard, il est beaucoup plus intéressant parce que les dividendes, ils sont intégralement reversés dans notre pays. Et la plupart du temps, d'ailleurs, les familles, quand elles sont propriétaires d'entreprises, elles réinvestissent ces dividendes dans le pays ou bien elles limitent la distribution de dividendes pour faciliter le développement d'entreprises. Donc, c'est beaucoup plus intéressant pour un pays de cultiver son capitalisme familial que de favoriser le succès du capitalisme financiarisé. Et c'est un de mes sujets d'interrogation, c'est que des gens de gauche qui a priori disent qu'ils sont au service du pays et des Français favorisent plutôt les gens de Wall Street par rapport à leurs concitoyens français entrepreneurs. Vous voyez, il y a une sorte d'aberration qui fait que ces gens-là trahissent leur pays en aidant plutôt des investisseurs anglo-saxons ou d'autres pays d'ailleurs, tout à fait possible. Et on se dit, pourquoi font-ils ça? Alors il y a deux raisons. Il y a l'ignorance. Vous vous interrogez sur les sujets dont on parle aujourd'hui, les députés, je pense que la note qu'ils vont avoir sur 20, c'est pas la moyenne. La plupart du temps, vous leur posez un certain nombre de questions sur le fonctionnement de l'économie, eh bien, ils ne savent pas répondre. Donc ça donne les fantasmes absolus sur les holdings. Alors, ça, effectivement, encourage des réactions émotionnelles, c'est-à-dire des projets de loi, des amendements qui sont déposés pour des raisons émotionnelles et pas rationnelles. Émotionnel, ça veut dire on va faire payer les riches. Ça, c'est de l'émotion. Parce que... Mais c'est de l'émotion ou c'est de la posture pour flatter un électorat? Alors, il y a les deux attitudes. Il y a l'ignorance. C'est-à-dire vous avez des gens qui ne savent pas que ça va causer des dégâts, qui ne savent pas qu'en poussant une entreprise familiale à se vendre, vous la faites racheter en réalité par qui? Par des gens qui ne sont pas français, et donc qui vont récupérer, empocher toute la valeur qui a été créée par des travailleurs français. Donc c'est une sorte de spoliation voulue au nom de l'égalité, c'est l'ignorance. Et puis vous avez le cynisme. Vous avez des gens qui, par cynisme, pour gagner des voix, disent c'est pas mal si on agite la tête coupée d'un entrepreneur à la télévision, parce que ça va nous ramener des voix. Cynisme, ignorance sont les deux mamelles de la gauche aujourd'hui. Et donc,
nous sommes dans un climat politique extrêmement dangereux parce que face à ces mouvements ignorants du fonctionnement de l'économie, vous avez de l'autre côté des gens qui sont aussi assez ignorants de l'économie. Hein. C'est-à-dire qu'à droite, il n'y a pas davantage de compréhension de l'économie moderne. Donc c'est l'ensemble de la classe politique qui aujourd'hui fait preuve d'une grande ignorance. Est-ce qu'il n'y a pas un problème Bien sûr. de culture aussi économique du peuple? La raison est à l'école. Comme d'ailleurs bien souvent, dans un pays, quand vous avez un fléau, un gros problème, son origine est à l'école. L'école, c'est la matrice, hein, c'est la mère de la nation. Et donc notre école, elle est extrêmement malade aujourd'hui. La mère de la nation, elle est alitée. Hein. Elle ne fait plus son boulot. Aujourd'hui, on a la même volonté d'égaliser.
maximum d'énergie pour accomplir en fait ses talents. Chacun a des talents. Il y a des gens qui en ont beaucoup, il y en a des gens qui en ont moins. Et donc, l'essentiel, c'est que chacun puisse développer ses talents. Voilà. Alors, la politique de l'autre côté, ça consiste à dire, non, on va diminuer les talents des gens, et ceux qui en ont beaucoup, on va étouffer leurs talents pour qu'ils n'y puissent pas faire ombrage à ceux qui en ont moins. Vous voyez, cette idée, tout le monde doit être pareil, comme ça, personne ne dira, lui, il est mieux que moi. Très bien, mais derrière la recherche éperdue de la lutte contre les inégalités, il y a quand même un sentiment profond qu'on appelle la jalousie, et qui, d'ailleurs, dans toutes les études qui ont été faites là-dessus, sur la jalousie sociale, c'est quelque chose qui intéresse un certain nombre de chercheurs, eh bien, nous sommes champions du monde. Donc, ça viendrait d'où, ce sentiment-là, et comment on le combat? Alors, la jalousie est d'abord un sentiment naturel de l'être humain. Beaucoup de religions en ont fait un péché, et pas n'importe quel péché, mais un péché cardinal, c'est-à-dire un péché très grave. Donc, ça fait partie de l'être humain, la jalousie. La question est de savoir si la société combat cette réaction qu'on appelle jalousie ou envie, ou si elle la favorise. Si la société favorise la jalousie, vous aurez évidemment de plus en plus de gens jaloux. Si la société explique aux gens que la jalousie, c'est un vilain péché, et qu'il ne faut pas envier les autres, il faut essayer de réussir soi-même, pour peut-être que les autres vous envient. Si la société essaye d'éduquer les gens pour qu'ils luttent contre ce mouvement naturel de la jalousie, qui est naturel, donc on ne va pas l'extirper du cœur de l'homme, il est là, eh bien ça change tout. Or, nous sommes effectivement une société dans laquelle on encourage la jalousie. Alors que vous avez des sociétés qui, au contraire, pénalisent la jalousie et valorisent la réussite et le respect de l'autre. Bon. Alors pourquoi est-ce que nous, notre société, elle encourage comme ça la jalousie? Alors vous avez différentes explications. Il y en a une qui a été très brillamment expliquée dans La démocratie en Amérique de Alexis de Tocqueville, un philosophe du début du XIXe siècle, qui dit, à partir du moment où le régime politique devient démocratique, l'envie d'égalité devient une envie féroce, que rien n'arrête. Parce que la démocratie conduit à la volonté d'égaliser l'ensemble des individus. Et Tocqueville dit même que cet appétit est tellement fort pour l'égalité qu'il peut aller jusqu'à l'abandon de la liberté. C'est-à-dire que des peuples entiers peuvent renoncer à leur liberté individuelle dès lors qu'ils sont sûrs que tout le monde va être sur un pied d'égalité. Alors, c'est ce qu'on a vu en Chine, par exemple, sous Mao Tse-tung. C'est ce qu'on a vu en URSS, sous Staline, où il y avait effectivement la volonté d'avoir une population totalement homogène, au moins sur le plan financier. Après, ça, c'est plus la volonté d'une petite élite qui impose ça aux autres. Parce que... Oui, mais avec le consentement de la masse. Et donc, ces sociétés-là ont échoué la plupart du temps. C'est-à-dire qu'elles ont tué quelque chose qui est vital en chaque individu, qui est l'envie de s'accomplir. Elles ont bridé tous les gens qui avaient du potentiel, pour utiliser une expression moderne. Et si un pays consiste à dire tous ceux qui sont bons, excellents, ou qui ont envie d'être bons et excellents, on les brime, le résultat collectif, il est assez désastreux. Alors, pour ça que ces sociétés dites collectivistes, égalisatrices, elles ont la plupart du temps échoué, et qu'à un moment donné, les gens étouffés par ce fardeau, eh bien, ils ont envoyé baldinguer le fardeau, et ils ont recréé des sociétés dites libérales, des sociétés de liberté. Alors, nous, en France, on a donc ce sujet de la démocratie, qui est très bien décrit par Tocqueville, et puis vous avez un deuxième agent très fort d'encouragement à la jalousie, c'est l'État. Puisque l'État met en place des systèmes qui, l'impôt, l'école, eh bien, valorisent beaucoup plus le nivellement que le succès et la réussite individuelle. Oui, que le dépassement, en fait. Ouais, que le dépassement. Sauf dans certains secteurs, on se demande pourquoi, comme le sport, par exemple. Alors là, dans le sport,
l'État continue à encourager l'effort, le talent, la réussite. Pourquoi ? Parce qu'on ne pourrait pas supporter, je crois, que demain, le ministre de la Jeunesse et des Sports dise « soyez tous mauvais en judo » ou « soyez tous mauvais en foot ». Mais le même discours est appliqué à l'école. Ne soyez pas trop bon en maths. Et si vous êtes trop bon en maths, on va baisser votre note. Ou alors, on va monter la note de ceux qui sont mauvais en maths au même niveau que vous. Alors, vous regarderez autour de vous, vous verrez qu'ils ne sont pas bons en maths, les autres, mais vous aurez la même note qu'eux. Ça va vous dissuader d'être meilleur. Vous voyez ? Ce système-là, il est bien installé à l'école, il est bien installé dans le système fiscal. Parce que là aussi, le système fiscal, qu'est-ce qu'il fait ? Il coupe les têtes. Pour que tout le monde soit à peu près au même niveau. Il faut savoir que les gens travaillent pour un revenu, hein, c'est assez logique, on travaille pour gagner sa vie. Et les écarts de revenus en France, entre les 10% les mieux payés et les 10% les moins bien payés des Français, c'est 1 à 24, avant redistribution et prestations sociales. Après redistribution et prestations sociales, l'écart de 1 à 24, il est réduit de 1 à 3. Bon, ça veut dire que l'État a créé une fiscalité extraordinairement redistributive qui prend l'argent à ceux qui en gagnent beaucoup et le redistribue à ceux qui en ont peu. Alors le résultat... Alors pourtant, on a quand même un sentiment de jalousie et d'inégalité au sein de la population qui continue à dire, enfin une partie de la population, qui continue à dire qu'en France, les inégalités sont absolument insoutenables, alors que ce que vous venez de dire, c'est qu'elles le sont beaucoup moins qu'ailleurs. Nous sommes un des pays où les inégalités de revenus sur les flux sont les plus faibles. Pourquoi ? Parce que c'est une énorme machine à redistribuer qui a été mise en place et qui fait que, voilà, entre un écart de 1 à 24, qui est finalement le produit de l'économie de marché, c'est-à-dire qui valorise les compétences ou la motivation, 1 à 24, il y en a un qui gagne 24 fois plus que celui qui gagne le moins, on tombe de 1 à 3. Alors le résultat, c'est que celui qui a beaucoup travaillé, beaucoup étudié, qui a beaucoup d'énergie pour gagner de l'argent, il est un petit peu découragé parce qu'il voit qu'en réalité, son travail ne paye pas. Ça, ce sentiment, le travail ne paye pas, il est très répandu en France. Moi, je le vois partout, des salariés, notamment des jeunes, qui disent, en fait, moi je travaille beaucoup, j'aime ce que je fais, mais je regarde ce que j'ai à la fin du mois sur mon compte en banque, mais ça ne paye pas le travail que je fais. Bon. Et ça crée du désespoir social. Dans un pays, si tout le monde se dit « mon travail ne paye pas », qu'est-ce qu'ils font? Les gens, ils travaillent moins. Ils arrêtent de travailler. Et puis ce sentiment, je pense, qui est nouveau par rapport à avant. Avant, c'était très fiscal. Maintenant, il y a de telles cotisations sociales que c'est social. Voilà, même les gens qui sont qui ont le salaire médian, ils constatent qu'on leur en prend beaucoup. Bien sûr. Et ils ne comprennent pas où va cet argent, parce qu'ils se disent, bon, les services publics vont pas Les mieux, Français sont massacrés sur le plan fiscal, des prélèvements obligatoires. Ce sont les moutons les plus tondus du monde. Alors, soit à un moment donné, vous avez une révolte des moutons, soit les moutons sont encore plus dociles, parce qu'ils ont été abrutis par l'État, ils ne bougent plus, ils se laissent tondre, et dans ce cas-là, tout le pays s'effondre. Donc aujourd'hui, on est entre les deux. Est-ce qu'il va y avoir une révolte des moutons, ou est-ce qu'il va y avoir une plus grande passivité, une soumission au système de redistribution? Alors, Tocqueville, lui, dit, même si vous avez un écart de 1 à 3, alors qu'on vient d'un écart de 1 à 24, vous allez avoir une grande partie des gens qui vont dire, mais 1 à 3, mais c'est encore trop. Il faut que tout le monde soit à 1. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il décrit ça très bien dans son livre « La démocratie en Amérique », l'envie d'égalité ne s'arrête jamais. Elle ne trouve jamais son niveau d'équilibre. Bon. Et c'est un petit peu le problème qu'on a en France, c'est qu'on a beau taxer, vous avez toujours des gens qui disent « mais il faut taxer encore plus ». Oui, parce que ça ne marche pas, donc autant en faire plus. Parce qu'il y a toujours des inégalités, donc il faut continuer à les corriger par une taxation supplémentaire. Alors, ce qui s'est passé, c'est que pendant des années, on a voulu redistribuer les flux, les revenus. Puis maintenant, on est arrivé à un tel niveau de redistribution qu'on ne peut plus aller beaucoup plus loin. Si demain, l'aide-soignante, elle est payée comme le cardiologue, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, moi je vais travailler en Belgique ou je vais travailler en Italie, mais je ne reste plus dans ce pays, c'est pas possible. Bon. Donc,
on a atteint le maximum de redistribution des flux. Et comme on a atteint ce maximum, les gens se disent, on va redistribuer le stock. Et le stock, c'est quoi? C'est le patrimoine. Ouais. Et donc, depuis Piketty et Zucman, nous avons une fièvre redistributrice qui se porte non pas sur les flux, mais sur le stock, sur le patrimoine des Français. D'ailleurs, avec une certaine mauvaise foi dans la description de ce qu'est un flux et ce qu'est un stock, hein, parce que quand on entend que alors, avec beaucoup les revenus ne sont pas partagés, ne sont pas taxés pour les hauts revenus. Et vous avez notamment une erreur majeure, c'est d'assimiler un individu et une société. C'est tout le débat sur les holdings. Alors expliquez-nous ça. Les gens disent, Monsieur Martin a une holding dans laquelle il y a 10 millions d'euros. Il pense que cet argent, c'est le sien. En réalité, cet argent n'est pas le sien. La société lui appartient, mais l'argent qui est dedans, il ne peut pas l'utiliser. Il ne peut pas l'utiliser pour aller en vacances aux Maldives. Il ne peut pas l'utiliser pour s'acheter un sac Vuitton. Il ne peut pas l'utiliser pour faire plaisir à sa copine. Donc, c'est un débat totalement faux qui repose soit sur l'ignorance entre la distinction entre une personne physique et une société, soit sur de la mauvaise foi pour toujours la même chose, hein, essayer de frapper l'opinion publique en dénonçant une partie des Français. Alors, moi, je suis choqué quand certains Français dressent les Français contre d'autres Français. On est dans un monde où c'est devenu quasiment la guerre. Hein. Une guerre économique et dans certaines régions du monde, une guerre militaire. Un pays doit être soudé quand autour de lui, c'est une compétition aussi féroce. Nous ne sommes plus dans la globalisation heureuse où on se disait toute l'humanité va sur un chemin glorieux arriver à la paix et l'harmonie. Non, c'est plus le cas. On est revenu à un état assez brutal de confrontation. Donc, les pays qui s'en sortent, c'est les pays qui sont soudés. Les pays qui essayent de dresser certains des Français contre les autres Français, c'est de l'énergie qui est perdue. On ferait mieux de faire corps, comme on le fait aux Jeux Olympiques. Aux Jeux Olympiques, qu'est-ce qu'on fait? On a les meilleurs sportifs. Bon, on n'est pas jaloux de ces sportifs, on les admire. On dit, fantastique, on va essayer de gagner des médailles d'or. Et tout le monde est derrière eux. Vous voyez, ça, c'est le modèle parfait. Si on transposait ce modèle à la vie économique, qu'est-ce qui se passerait? On aurait tous les Français qui soutiendraient leurs plus belles entreprises, les meilleurs des entrepreneurs, et qui applaudiraient quand ces entrepreneurs ils rachètent une boîte en Australie ou aux États-Unis et qui viennent grandir, en fait, la richesse de la nation. Vous voyez. Donc, aussi bien dans le sport, on a un raisonnement qui est positif, constructif, tandis que dans l'économie, à cause de cette maladie de la jalousie, on a un comportement destructeur. Hein, vous voyez, il y a une vieille formule qui est dans l'Ancien Testament, une maison divisée contre elle-même finit par s'effondrer. Bon. Ben, si on continue à diviser la maison France contre elle-même, c'est-à-dire à générer des tensions entre tel groupe social contre un autre, eh bien, la maison s'effondrera. Mais ça, vous n'avez pas de sentiment quand même, parce que ce que vous décrivez, c'est qu'il y a eu beaucoup d'idéologies, j'allais dire, mondialistes, alors que ce soit la mondialisation libérale ou la lutte des classes, travailleurs de tous les pays, unissez-vous, quoi. C'est-à-dire qu'on opposait finalement les intérêts d'une classe sociale, qu'elle soit tous les financiers du monde ou tous les ouvriers du monde, à des oppositions qui sont plus locales, nationales, territoriales, en tout cas. Non, mais aujourd'hui, on est plus sur un combat entre les nations. Voilà, le souverainisme revient. Là, donc le souverainisme revient. Donc ça, pourquoi? Parce que peut-être chaque nation est en danger aujourd'hui. La disparition de la France, c'est une thèse aujourd'hui chez certains Américains qui disent dans 50 ans, la France n'existera plus. Bon, donc, aucune nation n'est garantie d'exister de façon éternelle. Il y a des nations qui peuvent disparaître. Donc, aujourd'hui, dans cette compétition qui est féroce, il faut plutôt essayer de ressouder la communauté nationale
cette communauté dont on se sent membre parce qu'on est français, on parle la même langue, on vit sur le même territoire, on a la même habitude alimentaire, on a plein de choses en commun qu'on n'a pas forcément en commun avec les autres. Donc on se sent appartenir à cette communauté nationale. Et donc il faut resserrer les rangs plutôt que de se battre entre nous. Hein. L'union fait la force. Hein. C'est une maxime qui est connue de tout le monde. Donc dans ce moment très critique où la lutte est de plus en plus vive entre les nations, il est important d'arrêter la lutte des classes que certains essayent de fomenter dans notre pays. J'ai une dernière question et après je vous libère. Qu'est-ce que vous pensez de l'économie sociale et solidaire? Parce que ça fait partie des choses qu'on regarde de plus en plus aux forces françaises de l'industrie. C'est-à-dire avec des gens qui peuvent avoir des divergences par rapport au discours que vous avez eu et par rapport à ce que vous pensez, ce que je peux penser également. Des gens qui vont être, on va dire, qui ont une âme politique un peu plus à gauche, redistributrice, etc. Il y a quand même une forme d'entrepreneuriat, puisque finalement ça donne des entreprises, hein, tout ce qui est mutuel, tout ce qui est... on voit des scopes, on voit un certain nombre de choses comme ça, qui quand même arrivent à constituer des entités économiques qui fonctionnent, pas mal d'ailleurs dans le temps, avec une durabilité qui est quand même assez intéressante. Vous en pensez quoi de ça? Alors, soyons pragmatiques, il n'y a pas une scope dans le monde qui a inventé, industrialisé, développé, globalisé une innovation technologique. C'est la société dite commerciale qui est le meilleur outil pour diffuser l'innovation. Après, vous pouvez avoir des activités qui sont organisées sous forme not for profit, où il n'y a pas de profit. Mais vous prenez un Duralex, vous prenez un... je ne sais plus quelle entreprise de chèque déjeuner est une mutuelle. Mais à un moment, ouais. Peu importe la forme d'organisation de la collectivité qui travaille, il faut un leader. Si vous n'avez pas de leader, si tout le monde dans une salle décide en votant à main levée de savoir s'il faut acheter une machine ou s'il faut aller vendre des savons au Portugal, c'est le bordel, c'est la pagaille. Mais ça, vous avez des directions générales, vous avez des présidents dans les Mais mutuelles. La force du système que nous connaissons, hein, qui est la société de type SAS ou SARL, c'est que le dirigeant, il a une totale liberté de manœuvre, c'est lui le patron, et il est responsable devant ses actionnaires, qui le contrôlent. Ça fonctionne. Si vous avez une organisation qui n'est pas capable de laisser un dirigeant diriger, généralement, vous avez de très gros problèmes de fonctionnement et des échecs. L'entreprise telle qu'on la connaît, où vous avez des actionnaires qui mettent à risque leur argent, hein, leur argent est à risque, donc ils contrôlent, parce que c'est leur argent, ils contrôlent. Dans une organisation dite solidaire, personne ne prend de risque, l'argent n'est à personne. Donc il n'y a pas de contrôle. Et alors à un moment donné, on va s'apercevoir, peut-être 10 ans après, que le DG, il mettait de l'argent de côté sans que personne s'en aperçoive. Parce qu'il n'y a pas de contrôle. Donc, le modèle de l'actionnaire qui contrôle et le modèle du manager qui dirige, c'est un bon modèle. C'est d'ailleurs, de façon très intéressante, le modèle qui a engendré la révolution des Lumières, hein, avec la Renaissance. Vous aviez sur mer, vous aviez le navigateur et l'armateur. L'armateur, il met de l'argent à risque. Il reste à quai, il est tranquille chez lui, hein, il n'est pas soumis à la tempête, au naufrage, etc. Mais son argent est à risque. Le navigateur, son argent n'est pas à risque, et sa vie est à risque. Et cette combinaison de deux risques, le risque du navigateur et le risque de l'armateur, a transformé le monde. On n'aurait pas découvert l'Amérique s'il n'y avait pas eu ce modèle de l'armateur et du navigateur. Colomb, c'est un navigateur et il est allé chercher des armateurs qui lui ont donné de l'argent et qui ont surveillé tout ce qui s'est passé pendant la préparation de la découverte de l'Amérique. Et il y a un des deux frères, les frères Pizarro, je crois, qui étaient armateurs, c'est eux qui avaient apporté l'argent pour acheter les bateaux, les 3 nefs qui ont découvert l'Amérique. Il y en a un des deux qui était à bord d'un des bateaux, parce qu'il voulait s'assurer que tout allait bien se passer et que l'or, qui peut-être allait être découvert par Christophe Colomb, ne serait pas volé, dispersé, etc. Donc ce modèle, c'est le modèle de l'actionnaire et du dirigeant. Il a fait ses preuves pendant des siècles. Inventer un autre modèle me paraît extrêmement risqué.
Parfait. Bah, écoutez, Renaud Dutreil, merci beaucoup. Et puis, à bientôt. Merci. Merci. Merci.